il y a beaucoup de choses à dire. C'est que, vous le savez, notre pays a un taux d'électrification très bas. Nous avons très peu de ménages connectés, particulièrement dans les zones rurales ou périurbaines où personne ne veut aller parce que ce n'est pas rentable. Le taux d'électrification global est aujourd'hui à 20%, mais dans les zones rurales et périurbaines, c'est moins de 1%. Donc nous avons des défis à relever. C'est ainsi qu'avec ANSER, qui a la mission de promouvoir et de financer l'électrification rurale, nous avons en tout cas un portage politique appuyé par le chef de l'État pour pouvoir construire des centrales solaires et hydroélectriques dans les zones rurales et périurbaines et surtout aussi stimuler le secteur privé en ramenant des investissements, mais en amenant aussi les secteurs privés à s'impliquer dans l'électrification dans les zones rurales. Et nous, on les appuie aussi avec l'outil que nous avons, que nous appelons le Fonds Mwinda, qui nous aide alors à subventionner pour les motiver à venir aussi travailler dans les zones rurales et périurbaines. 2 ans après, quel est le travail qui a déjà été abattu par vous? 2 ans après, nous avons fait une planification. Nous avons élaboré des plans locaux d'électrification. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous dire comment électrifier chaque territoire. Nous avons 145 territoires et chaque territoire est différent l'un de l'autre. Mais nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire, pour tel territoire, voici la stratégie d'électrification. Donc sur le plan planification. La deuxième chose, c'est notre programme d'investissement prioritaire. Nous avons 270 projets matures et 49 sont déjà en cours. On en a livré au début de l'année dans le Grand Kouilou et aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, nous allons livrer une dizaine de projets et l'année prochaine, le 2 premiers mois, on va livrer encore une trentaine. Donc c'est ça, mais nous n'avons que 2 ans. Mais les perspectives sont bonnes parce que au travers du plan, nous avons 270 projets. Nous avons d'une part des assurances des financements, mais nous avons aussi des assurances des secteurs privés national et international très intéressés dans ces projets. Depuis l'année passée, nous avons obtenu du trésor public, évidemment, sous l'impulsion du chef de l'État, plus ou moins 30 millions de dollars. C'est ce montant qui nous a permis de pouvoir lancer des appels d'offres et recruter des sociétés et réaliser déjà les 49 projets qui sont en cours. Et maintenant, nous avons fait aussi un plaidoyer au niveau du Parlement pour que l'année prochaine qu'on ait une ligne budgétaire, mais sans oublier que nous venons, il y a de cela 2 semaines, de recevoir l'arrêté interministériel entre le ministre des Finances et de l'Énergie qui finalement nous donne au travers de 4 actes de collecte de redevances la possibilité de commencer à collecter plus ou moins 100 millions de dollars chaque année. Mais en réalité, la loi prévoit que nous collections une dizaine de taxes. Mais là, nous avons eu un arrêté sur 4, mais qui permet 100 millions de dollars plus ou moins chaque année. Et nous pensons que c'est une aubaine, une porte ouverte. Et ces taxes, vous allez les prélever où concrètement, ces taxes-là? Mais les taxes, nous allons les prélever. Il y a par exemple tout ce qui est hydrocarbures, tout ce qui est aussi carbone, tout ce qui est consommation d'électricité. Par exemple, nous avons un pourcentage sur chaque facture émise par la SNEL. Vous voyez, un pourcentage ANSER pour l'électrification rurale. Donc ça, ce sont les origines, les sources de ces taxes-là. Mais je vous invite à lire ce décret 016 qui permet, en tout cas, qui vous donne la liste de toutes les taxes qui peuvent permettre que nous puissions enrichir notre enveloppe financière. Que cela puisse peser sur les poches des Congolais? Cela ne pèsera pas sur les poches des Congolais dans la mesure où tous les projets d'électrification que nous implémentons génèrent de la richesse. Ça crée de l'emploi et ça génère de la richesse. Le PIB de notre pays va devoir augmenter chaque année grâce à l'impact de ce que nous prélevons. Et vous savez, si on calcule le PIB par habitant dans les années qui vont venir après nos projets, vous allez bien voir que ça ne pèse pas sur la poche des Congolais. En dehors des dotations de l'État, nous avons aujourd'hui, je viens de vous parler aussi de ces taxes pour collecter des millions de dollars, mais nous travaillons beaucoup avec le secteur privé parce que, je donne un exemple, nous avons un partenaire qui vient avec 50 millions de dollars pour implémenter 35 000 lampadaires pour l'éclairage public, c'est équivalent à 5 mégawatts. Pour nous, c'est déjà 50 millions de dollars. Ce n'est pas que le cash, mais c'est aussi ce que rapportent aussi les partenaires techniques et financiers. Et ça, c'est une longue liste que nous avons et qui nous rassure en tout cas que dans l'année, nous pouvons arriver à mobiliser les 50 millions. Aujourd'hui, l'avantage de la COP28, c'est que toutes les structures privées du monde et financières et philanthropiques se concentrent tous en un même lieu. Et nous, le temps qu'on est resté ici, on a eu cette opportunité de rencontrer beaucoup de privés qui ont des moyens tout de suite, qui peuvent venir en BOT ou en EPC pour pouvoir développer des projets chez nous, augmenter les taux d'électrification et contribuer finalement à ces fameux 750 millions de dollars. Et ce qui est aussi intéressant pendant notre séjour ici, parce que nous étions très préoccupés par la question du crédit carbone. On a même créé au sein d'ANSER une cellule carbone pour comprendre un peu le mécanisme
de captage de ces fonds par rapport aux mégawatts d'énergie renouvelable que nous produisons et en retour, on n'a rien en fait en termes de crédit carbone. Nous avons fait des très bonnes réunions qui nous ont équipés, renforcés pour que finalement on entre dans un timeline qui va nous permettre d'aboutir à capter